C'est pour moi un plaisir de vous retrouver sur Malaika Télévision pour le compte d'Info Plus. Info Plus, c'est votre émission de la rédaction politique qui réunit les professionnels des médias autour d'une question d'actualité. Et mes invités aujourd'hui, avec mes invités, nous parlons de la Journée internationale de la liberté de la presse qui se célèbre chaque année le 3 mai. Et sur ces plateaux, avec moi déjà, Chris Lumbu-Banamuyenga. Bonjour, bienvenue. Bonjour Francine Messinga et merci. Tout va très bien. Tout va très bien. Emmanuel Bobo, bonjour. Bonjour Francine Messinga. Bienvenue. Merci. Eric Chibamba, c'est un plaisir de vous retrouver sur ces plateaux. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de nous recevoir encore une fois de plus. Gédéon Elonga, bonjour et bienvenue. Bonjour Francine Messinga et merci beaucoup. La 30e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse se célèbre cette année sous le thème « Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les droits ». Chris Lumbu-Banamuyenga, comment vous comprenez les thèmes de l'édition 2023 de la Journée internationale de la liberté de la presse? C'est un thème intéressant parce que déjà quand on comprend l'importance de la liberté de la presse, c'est une liberté transversale qui est même le socle du développement. Lorsque un pays détient une presse libre, cette presse pourra donner aux citoyens de ce pays-là les matières qu'il faille dans tous les domaines. Et là, les citoyens pourront poser des bonnes questions aux dirigeants et les citoyens pourront même être exigeants vis-à-vis de ces dirigeants. Mais la question, c'est chaque année, il y a toujours autant de thèmes, autant de thèmes qui sont très beaux et que nous consommons. Mais et après la célébration, c'est ça la grande question. Après tout ce qui sera organisé comme atelier, café de presse, par-ci, par-là, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui a évolué? Autant de thèmes, on a parlé du numérique, on a parlé de ceci, de cela. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faille que les professionnels des médias et de la presse s'attellent pour réfléchir. Est-ce que réellement ce droit-là est très bien exercé au pays ou encore qu'est-ce qu'il faudra encore améliorer pour qu'on ne reste pas toujours dans ces slogans et après? C'est ce qui m'intéresse. Merci Chris. Emmanuel Bobo, façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les droits. Comment vous comprenez vous, ces thèmes de l'année 2023? Merci Francine. Il faut d'abord dire que la Constitution de la République garantit ce droit-là, le droit à l'information, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Et c'est ça qui façonne un tout petit peu, on vient de le dire tout à l'heure, l'opinion publique. C'est ça qui façonne un tout petit peu et qui donne des éléments d'information supplémentaires à la grande population pour savoir comment on peut juger nos dirigeants, comment on peut comprendre l'action publique qui est menée. Et aujourd'hui, puisqu'on parle de liberté de presse, c'est cette liberté qui est exercée par voie de presse. Ça veut dire essentiellement, il y a des médias audiovisuels, il y a la presse écrite, il y a la presse en ligne, exactement. Donc tous ces éléments-là constituent cet accès à la fameuse liberté de presse dont on parle aujourd'hui. Et la grande question aussi qu'il faut se poser, c'est de savoir quelle a été l'évolution de la liberté de la presse jusqu'à ce jour. Quelles sont les conditions de ceux qui animent justement cette presse-là, qui sont principalement les journalistes, et est-ce qu'ils sont à mesure déjà de garantir un accès équitable aux médias, à toutes les opinions? C'est ça la grande question et je crois qu'on va tenter d'y répondre aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup Eric Chibamba. Comment vous comprenez les thèmes de l'édition 2023 de la Journée internationale de la liberté de la presse? Le thème en soi n'a pas de problème. On peut, pas de problème comment? On peut avoir autant de thèmes aujourd'hui. Comme vient de le dire mes prédécesseurs, le problème se pose dans la praticabilité de ces thèmes. Qu'est-ce que nous-mêmes nous entendons par liberté des presses? Qu'est-ce que nous-mêmes nous entendons par façonner au travers de la liberté des presses? C'est là que pose le problème. Je pense qu'à notre niveau, en tant que journaliste, il faille se poser toutes ces questions
pour comprendre notre responsabilité sociétale, comprendre notre responsabilité face à tout ce que nous connaissons aujourd'hui quand on octroie la parole à n'importe qui et de n'importe quelle façon. Il faut savoir que la liberté de presse, quoi qu'elle soit, elle rime aussi avec responsabilité. Elonga Gédéon, et vous comprenez comment les thèmes 2023 de la journée de la liberté de la presse? Merci beaucoup de la question, Francine Misenga. Je crois que façonner un avenir de droit revient aussi à dire que les journalistes, parce que c'est pour eux que cette journée a été instaurée, la journée de la liberté de presse d'abord, je crois que les journalistes sont ici devant leur propre responsabilité parce que c'est eux en fait qui doivent façonner cet avenir-là. Et donc, ils doivent le faire dans le strict respect des lois qui régissent ou alors qui régulent le pays, qui fait fonctionner le pays. Je crois que la responsabilité, façonner l'avenir de droit, c'est d'abord aussi la responsabilité du journaliste, mais aussi ce journaliste doit être accompagné par le pouvoir politique. La responsabilité du journaliste, comment et dans quel sens? Parce que c'est le journaliste qui met à la place publique l'information peut-être qui est cachée. Alors, quand on façonne un avenir de droit, on voudrait que ce qui est caché soit révélé. Mais comment est-ce que cela sera révélé? Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour que le journaliste qui a accès à l'information, puisse mettre cette information à la place publique? C'est dans ce sens-là que le journaliste lui-même, parce qu'il doit être accompagné par le pouvoir public, le pouvoir politique, devra se trouver devant ses propres responsabilités pour pouvoir créer cet avenir-là de droit. C'est-à-dire que quand un journaliste investigue sur un sujet quelconque, vous voyez, il faudrait que les démarches de cette investigation arrivent jusqu'à la fin et que peut-être s'il y a des inculpés, s'il y a des personnes qui sont reprochées au regard de la loi, soient aussi condamnées et qu'ils purgent leur peine. Et donc là, on pourra renforcer cet avenir-là de droit, on pourra construire peut-être un état de droit parce qu'il y a aussi la contribution des journalistes qui est entrée en jeu. Voilà, la liberté d'expression et celle des médias, mettant sur le devant de la scène les hommes et les femmes des médias. Pensez-vous que cette liberté est protégée et promue, Chris? Bon, il faut reconnaître quand même qu'il y a une certaine évolution, parce que nous parlons de la République démocratique du Congo, même quand on doit se référer à tous les rapports que publient les organismes qui monitorent, qui font le monitoring des atteintes à la liberté de presse. Aujourd'hui en RDC, si on doit se poser des questions, par exemple, combien de journalistes ont été incarcérés pour leurs opinions? Si on compte, si Bambaïla il a des statistiques, il travaille dans ce domaine-là, c'est pas plus de 10. Et si on doit comparer aux années précédentes, on se rend compte quand même qu'il y a une amélioration. Combien de journalistes, par exemple, assassinés, parce que ça arrive pour leurs opinions, il y a quand même une certaine évolution. Combien de journalistes qui ont été enquêtés, qui ont été déférés devant les instances judiciaires pour avoir donné une information qui n'a pas plu à une certaine tendance, on voit quand même qu'il y a une certaine amélioration au niveau de la République démocratique du Congo et surtout avec la nouvelle loi en fait, qui a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale depuis le 4 avril, le 4 avril 2023, il y a quand même un certain progrès. Mais la question se réside au niveau du journaliste lui-même. Là, on peut soulever une autre problématique. Qui est journaliste? Voilà. Ou quel est le journaliste congolais actuellement? Est-ce qu'il peut s'affranchir de l'environnement politique, économique, judiciaire pour qu'il puisse exercer en toute liberté? Il y a la question de la censure. C'est vrai qu'on peut facilement jeter la pierre au pouvoir public, mais il y a la question aussi de l'autocensure qui mettent le journaliste en tenaille avec autant de servitude qu'il s'impose parfois lui-même et parfois qui lui sont imposés par l'organe pour lequel il travaille. Les journalismes aujourd'hui, si nous devons prendre par exemple le paysage médiatique,
pour la province du Haut-Katanga ou même en République démocratique du Congo, qui sont les détenteurs des maisons de presse? Ce sont des politiciens. Mais pourquoi ils en créent? C'est pour des objectifs qui sont très clairs. Est-ce qu'un journaliste qui travaille dans un média qui appartient à un politicien pro-opposition ou encore de la majorité, peut-il aller à l'encontre de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, ligne éditoriale de son organe ou de sa maison de presse? C'est une question à laquelle on doit répondre. Ou encore, s'il parvient à s'affranchir de cette barrière, de quoi il vit ce journaliste-là? Il y a la question aussi de la précarité des conditions socio-économiques du journaliste qui se pose. Moi, je crois qu'il faut d'abord voir l'homme qui est au centre de cette activité, parce que, bon, généralement, on dit que le journaliste, lui, il n'a pas de tribu, il n'a pas de famille, il n'a pas de couleur politique, il n'a pas de goût, mais finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il vit de quoi? Emmanuel Boisbois, en RDC, le journaliste, la liberté d'expression est-elle effectivement protégée et promue? Alors, il faut comprendre un tout petit peu l'histoire de départ, comprendre comment le politique a joué une très forte influence sur la presse congolaise depuis les années avant l'indépendance. Déjà, quand on arrive à l'indépendance, c'est une presse qui est essentiellement constituée des personnes de couleur blanche qui, tout le temps, écrivaient à la gloire du roi. Et après, les politiques, au moment de la veille des indépendances, les politiques ont commencé à vouloir envahir l'espace public à travers la presse, les journaux à l'époque. On nous informe même qu'il y avait des politiques qui avaient eux-mêmes leurs propres journaux juste avant les indépendances. Mobutu lui-même écrivait pour un journal de l'armée. Vous voyez, donc à l'arrivée au pouvoir de Mobutu, celui qui est venu par la voie de la presse, parce que c'est la presse qui avait complètement inondé l'opinion publique et tout le monde était devant son journal. Quand vous avez des images à l'époque, comment l'information circulait? C'était des journaux. Et ces journaux étaient envahis déjà par les politiques à l'époque. Lorsque Mobutu prend le pouvoir, finit cette histoire, le dictateur muselle complètement la presse, il faut ses effigies, il ne faut parler que du MPR, et 25 ans après, 1990, on a un tout petit peu essayé d'accorder cette liberté à la presse. Donc tout ce qu'on doit savoir, c'est que la presse en République démocratique du Congo n'a jamais acquis d'elle-même une quelconque liberté. On nous offre toujours la liberté sur un plateau. C'est Mobutu qui nous a offert cette liberté de la presse, cette ouverture où la presse a pu quand même commencer à critiquer le régime mobutiste après les années 1990. Donc c'est lui qui nous offre cette liberté et aujourd'hui encore on ne devrait pas attendre, nous en tant que journalistes, que cette liberté nous soit offerte sur un plateau. Alors parce qu'est-ce qu'il faut faire? Aucun politique, je vais y arriver, aucun politique ne pourra permettre à ce que son régime soit critiqué à outrance. Aucun politique ne pourra permettre à ce que le journaliste soit libre d'investiguer, d'avoir accès à l'information. Et c'est ce que je suis en train de lire, même dans la nouvelle loi. On veut donner un certain accès à l'information publique aux journalistes. Mais dans quelles conditions cela va-t-il se faire? Quelle est cette institution publique qui vous livre de l'information sur un plateau? Le journaliste doit savoir qu'il doit se battre, parce que le mandat du journaliste, en principe, il a de ceux qu'il sert. C'est l'intérêt commun qui donne aux journalistes ce mandat-là d'agir, puisque le quatrième pouvoir, c'est ça. C'est-à-dire, c'est lui qui crée le contre-pouvoir. C'est quelqu'un qui vient apporter une information qui ne va pas forcément arranger le pouvoir. Donc, n'attendons pas que le pouvoir nous offre tout sur un plateau. L'évolution est partie très vite. À l'arrivée du régime Kabila, Mzee Laurent Désiré Kabila, il y avait déjà une pluralité d'opinions. C'était difficile de gérer dans ces conditions-là. Et là encore, Mzee Laurent Désiré Kabila va laisser les gens dans une certaine... on va dire, tout n'était pas encore codifié exactement, malgré qu'on avait la 096, mais Mzee Laurent Désiré Kabila ne va pas laisser complètement un plein pouvoir aux journalistes d'agir en toute et d'exercer en toute liberté. Donc déjà là, beaucoup de difficultés pour le journaliste de s'affranchir. Ce n'est qu'après l'avènement de la démocratie, avec la nouvelle constitution, que le journaliste a tenté, mais c'était toujours
à contre-front avec le pouvoir public. Donc c'est la même situation actuellement. La même situation continue aujourd'hui. Lorsque vous regardez le dernier rapport de journalistes en danger, vous avez par exemple de 2021 à 2022, on parlait de statistiques tout à l'heure, 49 journalistes menacés, 37 journalistes arrêtés, 18 journalistes agressés, 6 journalistes ici on dit en danger, il y a 17 radios Là, c'est RDC ou... en République démocratique du Congo qui ont été interdits de diffusion. Il y a 2 journalistes enlevés et 1 journaliste tué. Donc la situation, on n'est pas sorti d'une situation très difficile, des conditions du journaliste, ses conditions sécuritaires, ses conditions économiques, et j'espère qu'on va y revenir, on va en parler en force détail tout à l'heure. Merci Emmanuel Boisbois. Eric Tshibamba. Alors je vais un peu prendre Emmanuel Boisbois au mot. Vous voyez, quand il évoque le rapport, j'aimerais qu'on aille dans le détail de ce rapport. Okay. Parce que nous ne devons pas oublier le fait que les journalistes qui sont tués, enlevés aujourd'hui, sont aussi ceux-là qui se retrouvent dans la zone de guerre. Qui enlève qui et pourquoi? Et ça, cette question, il est important qu'on en parle. Qu'on ne laisse pas les gens dans les flous pour dire que rien n'a marché parce que, évidemment, on continue des enlèvements, on continue des arrestations. Alors vous pouvez en parler. Oui, c'est comme ça. Je suis en train d'en parler exactement. Alors, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, dans la zone des guerres, il y a beaucoup plus de journalistes qui sont encore marginalisés que nous qui sommes dans ces centres urbains où la sécurité est plus ou moins acceptable jusqu'ici. Alors, il y a des journalistes, comme je viens de le dire, qui sont enlevés parce qu'ils se retrouvent justement en train d'opérer dans cette zone. Alors, revenons à ce qui est de la protection, de la liberté et de ce que le pouvoir est en train de nous donner, comme Boisbois est en train de l'évoquer sur ces plateaux. Vous savez, aujourd'hui, les législateurs et les politiques, ce n'est pas qu'en République démocratique du Congo où nous vivons ceci. Si on n'est pas d'accord avec un point de vue, on peut toujours intervenir. Oui, oui, ce n'est pas qu'en République démocratique du Congo que l'on vit cette histoire. Ça se vit partout, en Afrique, partout au monde. Les politiques ont toujours une option surtout dans le pays et plus sur les médias. Mais ce qu'il faut interpeller ici, c'est notre manière de travailler. Que l'on soit de gauche ou de droite, on peut, ne serait-ce qu'être plus ou moins objectif. Quoique, j'ai toujours dit que l'objectivité, c'est la rencontre des deux subjectivités. Parce que tout le monde trouve qu'on est objectif. Quand ma subjectivité rencontre la tienne, tu estimes que je suis objectif. Et si ma subjectivité ne rencontre pas ta subjectivité, tout de suite tu estimes que je ne suis pas objectif, je reste subjectif. Voilà pourquoi il est important, on parle plus de l'équilibre. Voilà, c'est cet équilibre. Cet équilibre-là est effectivement déterminé par la rencontre de nos subjectivités. Alors, pour parler aussi de ce que Chris a dit tout à l'heure, la responsabilité dont nous avons besoin aujourd'hui, la manière de faire dont nous avons besoin aujourd'hui, je prends l'exemple de Vent de la Liberté que nous avons animé ici sur Malaika. Cette émission, est-ce que c'était un problème de précarité des journalistes qui nous empêchait d'arriver aux sources d'information? Mais les sources d'information, même en France, quand on mène une enquête, quand on mène des investigations, même en France, on ne te donnera rien sur un plateau d'or. Eric Tshibamba, revenons à la liberté d'expression. Mais nous sommes en train de parler de cette liberté d'expression. Oui, parce que quand il faut aller loin et estimer qu'en République démocratique du Congo, on ne nous accorde pas beaucoup plus de liberté par les politiques, et nous ne devons pas attendre que les politiques nous donnent quoi que ce soit. Comme Emmanuel vient d'évoquer la nouvelle loi. Dans la nouvelle loi, nous l'avons étudiée ensemble aux États généraux. Mais même moi-même, je suis surpris qu'en seconde lecture, qu'il y ait certains points
qui ont été élagués. Qui ont élagué? Ce sont les législateurs qui sont aujourd'hui politiques. Mais évidemment, je vais vous donner l'exemple de la dépénalisation. Si vous prenez ces projets de loi que moi j'ai, que nous avons examinés ensemble aux États généraux, on parle de la dépénalisation des délits de presse. Curieusement, lorsque nous prenons la loi ratifiée, qui est avec Bois-Bois, la loi ratifiée, nulle part on évoque la dépénalisation de délits de presse. Pourquoi? Les questions ont été posées. Parce qu'aux États généraux, il n'y avait pas que les journalistes. Il y avait des juristes. Ça, il faut les souligner. Il y avait des politiques. Parce que c'est une politique du gouvernement. Cette loi, c'est une politique du gouvernement comme partout au monde. Toute loi, partout au monde, c'est une politique gouvernementale qui n'a rien à faire avec ceux qui exercent. Parce que quand on parle des lignes éditoriales aujourd'hui, sous d'autres cieux, la ligne éditoriale est décidée par les collèges des rédacteurs. Donc vous, là, les rédacteurs des maisons de presse, vous décidez sur la ligne éditoriale. Et cela concomitamment avec la loi. Mais aujourd'hui, oui, Eric, allez-y. Mais aujourd'hui, lorsque nous étions aux États généraux, les politiques ont posé une question. Lorsqu'on dépénalise, sans dépénalisation des délits de presse, les journalistes congolais est beaucoup plus dans les fake news, surtout ceux-là qui sont en ligne. Ce sont des fake news, ce sont des atteintes à la personnalité des autres, des diffamations. Et aujourd'hui, si on dépénalise, qu'est-ce que les gouvernements gagnent en retour pour permettre exactement, pour assurer la sécurité d'autres personnes? Parce que même la loi elle-même dit, tout ce qu'on exerce comme liberté d'expression, liberté d'information, cela doit se faire en tenant compte de la liberté des autres, en tenant compte des bonnes mœurs, en tenant compte de la loi, de ce que la loi elle-même dit. Et cette loi à laquelle on fait référence, c'est généralement le code pénal congolais. Merci beaucoup, Eric. Gédéon Elonga, la liberté d'expression RDC est-elle protégée et promue? Merci beaucoup de la question, Francine Misenga. Je crois que la liberté de presse en RDC n'est pas, en tout cas, 100% protégée. Comment? Parce que c'est peut-être au niveau des lettres, au niveau des textes que cela est dit, mais dans la pratique, ce n'est pas prouvé. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez, tout le monde ici a évoqué des problèmes, quand un journaliste veut investiguer sur un sujet ou alors qu'il a des informations, qu'il voudrait avoir tous les détails possibles, je crois que quand ces journalistes s'amènent dans une institution publique pour mener ces investigations, pour faire ces enquêtes, il n'aura pas cet accès facile. Même encore, s'il a l'accès à ces informations, il va d'abord lui-même auto-censurer pour dire est-ce que si je publie ça, ça va être possible ou pas. Alors, quand déjà un journaliste qui doit être libre, même par la liberté mentale ou alors dans sa propre conscience, doit être libre de mettre à la face publique la vérité, il commence à se poser des questions pour dire est-ce que je peux publier ça ou je ne peux pas publier ça. C'est une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité. Et donc, à ce niveau... C'est cette censure, cette auto-censure qu'il faut éviter parce que le journaliste, là, les raisons, c'est parfois qu'il a peur. Il a peur d'être exposé lui-même. Mais qui lui demande d'avoir peur? Ça peut être une question, par exemple, qui touche à la sécurité nationale. Bon, il y a des cas particuliers. Cette liberté de presse que vous devez tout larguer. Ce n'est pas au nom de la liberté de presse qu'on doit tout mettre à la face publique, mais imaginez-vous, vous avez accès à une information telle qu'il y a un problème de détournement. Prouvé, vous avez tous les documents. Et puis la personne vous dit,
c'est peut-être mon cas, la personne qui vous dit, alors, tu es encore jeune, il y a un avenir meilleur devant toi. Tu choisis entre publier ou ne pas publier. Nous l'avons fait avec Vent de la Liberté. Nous sommes tombés sur des histoires qui étaient sensibles. Et nous nous sommes dit, nous avons reçu ces appels-là. Et le présentateur de cette émission est en face de moi, il ne va pas me contredire. Parfois, je me suis auto-censuré. Parfois, il est venu, il m'a dit, non mon cher, mais est-ce qu'on va continuer comme ça? Osons, advienne que pourra, on publie. Merci beaucoup. Et nous avons publié. Est-ce qu'aujourd'hui Tshibamba ne vit pas? Est-ce que vous savez que... J'ai porté ma signature à ça. Est-ce qu'aujourd'hui Tshibamba ne vit pas? Est-ce que vous savez que, peut-être que ce qui vous a protégé, ou alors ce qui a peut-être communiqué entre vous et les personnes qui voulaient peut-être vous déférer à la justice, les personnes ressources, ont estimé que peut-être, parce que pour cette maison de presse, on considère les personnes qui sont derrière, et puis pour vous, c'est un cas particulier. Mais aussi pour ce journaliste. Je sens qu'Eric Tshibamba veut réagir. Oui, aussi c'est pour ce journaliste qui peut-être, il est lui-même éditeur. Prenons le cas des journalistes de la presse écrite. Il est éditeur. Lui-même, quand vous le regardez comme ça, les conditions de vie, c'est encore déplorables. Mais ça, c'est aussi refusé par la loi. On ne peut pas être soi-même éditeur, rédacteur en chef, reporter. Attendez. Il est éditeur, mais il a mené quand même ses enquêtes. Il a investigué, il a les informations. Il se pose la question, est-ce que je peux publier ça? Justement, est-ce que cette presse, elle est protégée ou elle n'est pas protégée? Parce que le journaliste lui-même, quand il s'est dit, si je publie ça, je serai arrêté. Parlons de la responsabilité. La presse tire sa responsabilité, sa respectabilité dans l'exactitude et l'objectivité. Alors, aujourd'hui ou de nos jours, est-ce qu'un journaliste peut vraiment travailler selon son éthique et sa déontologie? D'ailleurs, c'est ce qui est important. Lorsque les journalistes restent dans l'éthique et la déontologie, on aura moins de problèmes. Lorsque vous donnez des faits... Les journalistes peuvent vraiment travailler selon... Mais je vous dis que les journalistes peuvent travailler. Ce travail, nous le faisons par passion. Ce travail, nous le faisons avec courage. Ce travail, nous le faisons avec amour. Partout au monde, vous savez, j'ai eu à rencontrer, lorsque le roi de Belge est venu, nous avons rencontré certains journalistes belges. Mais vous allez vous rendre compte que même ceux-là que nous envions, par rapport à leur environnement, parce que nous ne devons pas envier les choses sans pour autant se mettre en tête de l'environnement que nous sommes. Par rapport à leur environnement, ce qu'ils ont, ce n'est pas suffisant pour eux. C'est-à-dire, le monde, il est ainsi fait. Les gros poissons mangent soit les petits poissons ou les gros poissons aident les petits poissons pour qu'ils les mangent le lendemain. Aux petits poissons de se battre pour devenir aussi gros poissons. Et ça se fait dans l'eau tous les jours. Alors, on ne peut pas aujourd'hui dire que le journaliste ne peut pas travailler avec objectivité à cause de la précarité de la situation sociale ou économique. Non. Nous sommes ici au Congo. Nous avons, s'il faut que l'on parle de ce que nous gagnons, en moyenne, partout en République démocratique du Congo, même nos frères qui travaillent dans d'autres entreprises, en moyenne, notre SMIC est de 100 $. Donc, au taux du jour aujourd'hui, c'est 222 500 francs congolais. C'est ça notre SMIC. Et c'est reconnu. C'est parce que c'est ce que les législateurs ont mis. Donc, on est là. On est dans ces SMIC-là. Alors, on ne peut pas se dire que, non, parce que moi, je touche 225 000 francs, je ne peux pas mieux faire, alors qu'avec ces 225 000 francs, on peut s'organiser. Notre problème, c'est que c'est parce que nous envions aussi, nous voulons tous être à un certain niveau. Mais dans notre précarité, on peut faire un bon travail. Parce que nous l'avons fait. Nous avons fait ce travail. Vous qui, Eric? Alors, vous en tant que journaliste? Nous en tant que journalistes, nous en tant que Vent de la Liberté, nous en tant que Congo Durable, nous en tant que Malaïka, nous l'avons fait.
je m'assume. Nous l'avons fait. Ce n'est pas un problème de précarité. Donc on peut vivre et on peut travailler dans toute objectivité au jour d'aujourd'hui en respectant l'éthique plusieurs fois. Je suis content d'avoir le présentateur de Vent de la Liberté en face de moi parce que plusieurs fois, nous nous sommes dit, est-ce que les faits sont vrais? Oui. Est-ce que c'est avéré? Oui. Que dit le code d'éthique et déontologie? Voici. Alors, balançons. Lorsque nous serons devant les juges, on sait quand même que non, les faits sont vrais et vérifiés. Mais si tes faits ne sont pas vérifiés, tu veux quoi? Tu seras derrière les barreaux? Madame Francine Misenga, on doit comprendre quelque chose, c'est que le métier de journaliste, c'est un métier à risque. Déjà, en entrant dans la profession, on doit déjà savoir qu'on va dans un métier à risque. Parce que ce métier nous emmène vers la vérité. Et vous savez tous que la vérité, parfois, n'est pas très bonne en toutes circonstances. Donc nous avons un rapport avec la vérité des faits. Et pour y arriver, il faut que le journaliste puisse bien organiser son travail de telle sorte... Il doit bien s'armer. Absolument. De telle sorte à être précis. Le journaliste, c'est quelqu'un de précis dans la divulgation des informations. On ne donne pas des informations vagues parce qu'on les a entendues à la radio, parce qu'un ami nous a appelés, parce que quelqu'un de confiance nous les a confiées. On en prend l'entière responsabilité devant les médias ou dans notre journal. C'est dangereux parce que nous sommes responsables. À part la précision, il y a l'exactitude. On doit avoir une certaine exactitude de nos faits. On doit vérifier les faits jusqu'au bout, la véracité de ces faits. On doit à chaque fois croiser les sources d'information, peu importe qu'elles soient officielles. Parce que moi j'ai vu beaucoup de journalistes s'agglutiner derrière des discours officiels. Le gouverneur va dire et on prend les mêmes informations, on les relaie dans notre journal. L'autorité, la mairie a dit, on prend les relais. Non, ça ce n'est pas un travail de journaliste. Sinon c'est très facile, sinon tout le monde est journaliste. Mais lorsqu'on a des informations, même si ce sont des sources officielles, le journaliste a ce devoir-là de contre-vérifier, parce qu'il est arrivé, je ne veux pas prêcher pour notre propre paroisse, mais il est arrivé par exemple qu'on vous donne des données, on vous dit le choléra a refait surface, il y a 50 cas. Et là vous allez voir tous les journalistes, qui vous dit qu'il y a 50 cas? Est-ce que vous êtes allé vérifier, ne serait-ce que à l'endroit où ces cas sont situés, et vous avez compté ces 50 cas? Si on arrive à ce niveau-là de perception de ce métier, je crois qu'on arrivera à réellement être un quatrième pouvoir. Parce que là, nous sommes cachés derrière le pouvoir. Et parfois, on dit des choses, quand le journaliste le dit, vous les retrouvez dans les autres, c'est tous les autres médias qui en parlent, de la même manière et à la limite près des virgules et des points. Et ça, c'est terrible pour un journaliste qui veut s'affranchir. La précision, l'exactitude, l'impartialité. Ce qui nous met parfois en danger, c'est parce qu'on est partial. C'est parce qu'on fait des choses de mauvaise foi. J'ai entendu plusieurs fois, quand j'ai lu cette nouvelle loi, on parle de mauvaise foi. On a ajouté ce mot qui n'existait même pas dans le texte initial, qui est celui de la 096. Parce qu'on pense qu'il y a des journalistes qui deviennent déjà des activistes. Et je me demande comment ces journalistes gardent encore leur carte de presse, ce qui est insultant pour cette profession. Des gens qui ouvertement vous disent qu'ils ont un camp politique, alors que le journaliste n'est pas censé avoir de camp politique. L'éthique et déontologie nous empêchent d'avoir un camp politique. Il y a même des journalistes qui sont dans des partis politiques, ce qui est étonnant, et ils veulent être défendus par la loi. Comment vous voulez que la loi vous défende alors que vous-même déjà vous prenez position? Il y a un invité sur ces plateaux, nous a même parlé des journalistes pitbull qui sont toujours prêts à attaquer. Exactement. Donc c'est moi cette crainte-là que j'ai. Et puis le dernier élément, je vais finir par là, c'est la responsabilité. La responsabilité, c'est de choisir le moment pour divulguer une information. Voilà. C'est aussi très important. Toute information ne se divulgue pas à n'importe quel moment. On peut avoir une situation à l'est de la République démocratique du Congo où, par exemple, les forces loyalistes, les forces armées de la République, ça donne à des violations des droits des citoyens sur place. Parce que nous sommes en période de guerre, qu'est-ce que le journaliste fait? Il attend pour divulguer cette information. Mais après avoir mené une enquête approfondie, et après que la situation soit peut-être revenue un tout petit peu à l'accalmie, et que lui-même, après s'être mis en sécurité, là, il peut divulguer une information. Parce que la loi ne nous donne pas des policiers, la loi ne vous donne pas des militaires pour vous sécuriser, c'est vous qui allez voir le moment
les conditions sécuritaires réunies pour pouvoir divulguer une information d'une importance aussi capitale. Un bon journaliste, c'est un journaliste vivant, comme on le dit. Moi, je voudrais rebondir sur ce que Emmanuel venait de dire tout à l'heure. En passant, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec lui à 100% sur la responsabilité. Mais il y a une question que nous devons nous poser aujourd'hui. Qui est journaliste en RDC? Qui sont ces animateurs? La meilleure question d'ailleurs qu'il faut se poser. Comment se fait le recrutement des journalistes? Est-ce parce qu'on sait très bien articuler le français? Est-ce très bien... c'est ça même la qualité des animateurs qui continue à rattraper même la qualité du travail qui est fait en amont. Quand le journaliste va sur le terrain, qu'est-ce qu'il va réellement chercher? C'est une question que j'ai toujours posée dans beaucoup d'ateliers. Est-ce qu'il va réellement chercher l'information, la vérité, ou il va chercher autre chose? S'il ne va pas chercher l'information et qu'il cherche autre chose, qu'est-ce qui en est la cause? Voilà pourquoi je m'inscris en faux contre Sibamba quand il met de côté la question de la précarité et des moyens. J'acclame l'émission Vent de la Liberté qui, jusqu'aujourd'hui, continue d'être réclamée par le public. Mais où est passée cette émission-là? Eric. En fait, on n'est pas ici pour parler de cette émission. Oui, on parle et vous savez combien ça coûtait en termes de moyens, de temps, parce que l'investigation, ce n'est pas l'information factuelle que nous donnons à notre public presque chaque jour, les informations protocolaires qu'on sort. Ça demande suffisamment de moyens pour faire la triangulation, pour recouper l'information. On ne peut pas l'attraper en 2 minutes. Et ce journaliste-là qui quitte sa maison, qui vit avec les 225 000 francs, comme vous l'avez dit, et la maison de presse pour laquelle il travaille, ne donne même pas ses moyens conséquents pour qu'il puisse arriver, ne serait-ce qu'à Kipushi ou encore à la Katouba. Et il doit quitter sa station au centre-ville en autostop et il doit arriver à la Katouba. Il ne sait même pas comment il va rentrer et là-bas, on lui miroite quelques billets verts. Et vous pensez que ce journaliste-là, déjà, si sa formation pose question en amont, il a laissé son enfant malade à la maison. Moi, je crois que même dans les états de la presse, il y a la question de la subvention des maisons de presse qui va aider les journalistes à pouvoir faire leur travail en toute liberté. Aussi longtemps que les journalistes vont continuer à vivre dans la précarité, je ne pense pas qu'ils puissent parvenir à faire un très bon travail. Ils vont brûler leur conscience pour la première fois, pour la deuxième fois, et puis ce sera ainsi une habitude. Mais la question aussi, c'est la formation avec les médias en ligne. Facilement, c'est une seule personne qui est en même temps éditrice, elle est en même temps rédactrice en chef, elle est en même temps reporter. Dès qu'elle entend une information, non, il y a eu telle chose, et on publie. Et tout cela ne fait que salir la corporation de manière générale. Je crois que pour répondre à la question, est-ce possible qu'un journaliste fasse son travail de journaliste en respectant l'éthique et la déontologie? C'est possible pour les uns et aussi c'est impossible pour les autres. Il faut être clair. Voilà. C'est possible pour ceux qui ont quand même réuni, entre guillemets, un peu de conditions de vie, qui ont vraiment réuni ces petites conditions de vie-là, qui ont quand même le moyen de se mouvoir sur la ville facilement, qui ont un moyen de transport facile, qui ont quand même à manger à la maison, ils ne souffrent pas pour ça. Mais c'est impossible pour ce journaliste qui lui-même, pour quitter de sa maison vers le centre-ville, a des problèmes d'argent. C'est impossible, alors pourquoi continuer? Ils doivent quitter le voilà. Il faut fermer ces maisons de presse, ces petits bureaux de journalistes en ligne, on doit les fermer tout simplement parce qu'il n'y a pas de viabilité. Et c'est ça qui abîme la corporation. C'est pour cela que je suis en train de dire que nous avons... S'il vous plaît, c'est pourquoi je suis en train de dire, je voulais d'ailleurs arriver là, c'est possible pour ce journaliste qui travaille pour deux maisons de presse qui se respectent, qui ont quand même organisé ces petites conditions de vie-là pour leurs agents, leurs ouvriers. Des maisons de presse qui appartiennent aux politiciens. Les maisons de presse qui appartiennent aux politiciens qui ont l'argent. Mais c'est impossible pour ces nouveaux venus, ces moutons noirs dans la presse, qui peut-être, il était informaticien,
Parce que j'ai appris sur la ville ici qu'il y avait un opérateur de saisie qui saisissait le journal d'un journaliste connu, reconnu sur la ville, qui est même déjà décédé, perd son âme. Mais ce monsieur-là, aujourd'hui, c'est autoproclamé journaliste. Il a son propre journal. Il vous monte, il vous descend. Et à cette personne, vous lui demandez de respecter l'éthique. Quand il arrive sur le terrain, la première des choses qui doit l'intéresser, c'est de connaître c'est qui l'organisateur de cet événement. Quand il connaît l'organisateur de l'événement, il va le suivre. Écoutez, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, monsieur. Comme une salle d'attente. On est là. C'est pourquoi on doit l'assainir. On doit l'assainir. C'est là que, quelque part, la loi Mouyaya peut être avantageuse. Quoique, j'ai plaint cette disposition. Notre largesse dans la manière de gérer la corporation, nous, c'est l'UNPC, notre largesse a fait en sorte que nous avons toutes ces personnes-là. Et aujourd'hui, voilà les pièges qui est dans la loi Mouyaya. C'est qu'on a pris bon nombre de prérogatives qui étaient à l'UNPC et on a donné cela au CESAC. Encore faudra-t-il que ceux-là qui gèrent le CESAC fassent un travail sérieux pour nous permettre de laguer, d'assainir, de faire la salubrité, d'avoir la salubrité médiatique comme voulu selon la loi qui sera probablement promulguée dans les jours qui viennent par le chef de l'État. Mais le journalisme est un champ ouvert qui n'est pas fermé comme aujourd'hui, nous avons même proposé que l'UNPC devienne carrément un ordre. Et la question s'était posée, que faire de ceux-là qui sont déjà là? On fait la salubrité médiatique, on fait l'assainissement, on les enlève. Et pour ceux-là qu'on va estimer qui sont plus ou moins dans les normes, on continue avec eux. Mais désormais, ceux qui doivent venir, ils doivent remplir les conditions. Et pour cela, c'est comme ça que j'en profite pour demander à l'UNPC, qui sera en congrès extraordinaire les jours qui viennent, de ne pas discuter sur les positionnements, mais discutons pour que l'UNPC devienne un ordre. Sortons de ces congrès avec un projet qu'on va proposer afin qu'on opte l'UNPC comme étant un ordre. Avec ça, l'ordre saura qui peut intégrer l'ordre et qui ne peut pas intégrer l'ordre. Merci. Et vous serez traduit en justice quant à ce. Merci beaucoup Eric Tibamba. Remontons le temps. Le 3 mai 2019, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'adressait au chevalier de la plume et du micro en ces termes: la presse est un moteur essentiel de l'érection d'un état de droit dans ce pays. Les médias, qu'on les veuille ou pas, qu'on ne soit pas d'accord avec eux, les médias restent un instrument essentiel dans la vie d'un État. Fin de citation. Dans la pratique en République démocratique du Congo, la RDC, la presse est-elle vraiment l'oxygène de la démocratie? Aujourd'hui, il faut dire que tout le monde prend parole, qu'on le veuille ou pas, acceptons-le. S'il faut concevoir la démocratie dans l'esprit de la liberté d'opinion, disons qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde a plus ou moins accès aux médias et cela contribue à la démocratie. Bois l'a soulevé. Quand il nous a donné l'historique de la liberté de presse, il a soulevé entre les lignes en nous faisant voir qu'aujourd'hui, depuis Mobutu, depuis l'époque belge, c'était un problème juste de parler du roi de Belge, et après est venu les temps où on devrait parler que de Mobutu. Mais aujourd'hui, il faut le dire, même quand on est contre le pouvoir en place, même quand on est contre une religion, on a tout son temps de passer dans le média et d'en parler. Sur ces points,
plus ou moins, on peut se dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la bonne direction. Emmanuel Bob. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Aujourd'hui, quand vous regardez la forme, par exemple, d'expression des libertés sur les médias, vous allez vous rendre compte qu'elle est toujours tendancieuse. Ça veut dire, c'est soit on parle de l'un, soit on parle de l'autre. On ne parle pas des uns et des autres au même moment. Quand vous avez des reportages à la radio-télévision nationale congolaise, c'est essentiellement orienté vers la communication du gouvernement de la République. On ne va pas faire un élément où on a contrebalancé avec les propos de Martin Fayoul ou où on a contrebalancé avec les propos des opposants politiques. Non. C'est des opposants. Si eux aussi ont une communication à passer, ils vont prendre cette communication et la mettre sur le même média. Donc à chaque fois, on nous offre un travail qui n'est pas réellement un travail de journaliste. Or, ce métier exige qu'il y ait l'équilibre dans les propos. Donc s'il arrivait qu'il y a eu des propos tenus, par exemple par un membre du gouvernement, et que le journaliste s'y invite pour faire son reportage ou son analyse, etc., qu'il se sente libre de le faire. Il doit absolument contrebalancer dans le même élément avec d'autres propos, d'autres personnes et d'autres... C'est ça qui crée l'équilibre en termes d'information. Mais ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, c'est soit on parle de l'un, comme je vous ai dit, soit on parle de l'autre. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? C'est la question à laquelle nous devons répondre. C'est de la responsabilité. La faute à la ligne éditoriale. Non, c'est de la responsabilité du journaliste. Excusez-moi, c'est vrai que c'est vrai que sur ces plateaux, de bonne foi, sur ces il plateaux, peut tendre son micro. Sur ces plateaux, vous allez... Il peut avoir toutes les versions de fait de l'opposition, de la majorité, mais il va les diffuser où? Oui, ici, je ne pense pas qu'ici, à Malaika, on va refuser cela. Parce que nous avons quand même évolué dans ces métiers. Là, vous mettez en difficulté parce que nous sommes à Malaika. Non, mais je ne pense pas non plus qu'à Kyondo on peut refuser cela. Je vais quand même citer quelques chaînes que je connais par où je suis passé, moi personnellement. Alors, nous avons travaillé dans cette ville. Vous connaissez une seule chaîne qui peut parler en mal de son promoteur? Non, mais là, non, même pas au monde, personne ne parlera du mal de sa mère. Ça, c'est une évidence. Même en Europe, dans la vieille démocratie, même dans la vieille démocratie, vous ne trouverez pas sur les médias français. Vous avez des médias publics oui, qui vivent de l'argent du contribuable, qui critiquent le régime en place. Oui, ça se fait. Oui, oui, je suis d'accord avec vous, mais j'arrive. Je dis que cela, c'est pas un problème. Même quand on évoque le problème de la ligne éditoriale, c'est faux. Pourquoi? C'est de la responsabilité du journaliste. Moi, je ne vois pas qu'un journaliste vienne aujourd'hui, quoique étant sur une quelconque chaîne, qui vienne avec une information où il a contrebalancé et on va les lui refuser parce que c'est le chef. Je sais qu'au moins on peut lui dire sois plus ou moins modéré. Quoique, tu vois, ces propos-là, c'est vraiment poignant, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Non, ça je me dis, mais on ne va pas lui refuser, de contrebalancer. Ça arrive sur les médias locaux. Ça arrive, et même sur les médias nationaux, oui. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans ces médias-là, vous vous rendez compte que le journaliste est déjà censuré à partir de sa rédaction. Pour suivre ce que vous appelez ligne éditoriale, écoutez, est-ce que la ligne éditoriale... Vous savez, dans cette ville, nous avons été sur certains reportages où on te dit... Le problème aussi, c'est que... Oui, le problème aussi, c'est que ceux qui viennent... nos médias vivent parfois de ces éléments que nous appelons généralement éléments payants ou en termes scientifiques, public reportage. Parce que très souvent, c'est ce qui arrive. Alors, nous, on a été sur des dossiers sur des reportages tels que, on sait qu'il y a un politique qui va qui va faire ses histoires, alors vous y allez pour lui, mais on envoie une autre équipe à laquelle on confie une mission qu'on appelle les à côté. Et c'est comme ça. Est-ce que nos rédactions les font?
on va dire non, on ne le fait pas, mais lui a demandé un élément payant, il risque de se fâcher 5 clients. Où est le problème? Est-ce que tu sais, s'il vous plaît, est-ce que tu sais que... Oui, est-ce que tu sais que, par exemple, pour mon cas, j'ai été contacté par une personne, X, voilà. par Monsieur X, qui me donne toute la documentation de ce qu'il y avait dans la société. J'ai investigué. J'ai quand même réussi à interviewer le responsable de la société. Mais quand j'envoie mon papier de presse à la rédaction, il arrive que le rédacteur en chef, il a des relations très étroites avec le monsieur inculpé, avec le monsieur qu'on reprochait. Et mon papier a été déclassé. Imaginez-vous. Mon papier a été déclassé. Vous pouvez écouter. Vous êtes journaliste. Ce papier déclassé, j'étais obligé de pouvoir les faire diffuser ailleurs. Alors, mais c'est ça, vous voyez, je suis d'accord. obligé de les faire diffuser ailleurs parce que dans cette maison de presse pour laquelle je travaillais, on n'a pas voulu la faire passer parce qu'on considérait que non, ça c'est... Et la loi nous garantit même, quand tu diffuses ça ailleurs, de mettre même les pseudonymes. C'est garanti par la loi, qu'elle soit de 96 ou celle d'aujourd'hui. On n'est pas à l'aise. Là maintenant, le groupe n'est pas à l'aise. On tend déjà vers la fin de l'émission. Chris Lumbu-Bonamuyinga, qu'est-ce que vous pensez de la liberté de la presse en République démocratique du Congo? Madame Francine Misenga, je crois qu'il y a quand même un chemin qui a été parcouru. Il y a eu des gens qui se sont battus pour qu'on en arrive là où on est aujourd'hui. Je crois qu'il est de la responsabilité de la jeune génération ou des journalistes actuels de se battre pour aussi sauter ou en fait traverser tout ce qu'il y a comme barrière parce qu'il y en a beaucoup. Et comme l'a dit un des confrères ici, la liberté de la presse, on ne va jamais nous l'accorder sur un plateau. C'est à nous de voir, d'être aussi créatifs pour voir comment contourner les barrières pour que nous fassions correctement le travail, ce travail pour lequel nous nous sommes engagés. Nous savions déjà que c'est un métier à haut risque, qui a des dangers, qui a des obstacles, quitte à nous d'être intelligents, parce que les diplômes que nous détenons, ce n'est pas seulement pour remplir le CV, c'est pour pouvoir trouver des réponses aux questions qui se posent dans notre corporation afin que nous puissions parvenir à cette vraie liberté de la presse qui est de mettre à la disposition du public une information potable. Vous avez aujourd'hui... Rapidement, Chris. Oui, je termine en 5 secondes. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre le public qui perd de plus en plus confiance dans nos informations que nous livrons. Donc c'est un challenge sur lequel il nous faut beaucoup travailler pour les récupérer en leur donnant une information qui va les aider surtout pour leur mettre à leur disposition des éléments d'analyse pour qu'on ait une société meilleure. Merci Chris Emmanuel Boisbois. Pensez-vous que la liberté de la presse est respectée en République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la parole. Je crois qu'aujourd'hui, on doit se défaire des influences politiques parce que cela nuit complètement à notre mandat, à notre mission, qui est une mission noble. Constituer le 4e pouvoir, ce n'est pas petit, et il faut des personnes nobles pour arriver à remplir cette mission. L'influence des politiques doit complètement être extirpée justement du monde médiatique, parce que sinon celui qui vous paye, c'est celui qui vous dira ce que vous êtes censé faire, c'est celui qui dira oui et non à une information que vous êtes censé diffuser. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le secteur doit devenir viable. Avec l'arrivée de la TNT, moi je crois que c'est un combat, tous les journalistes doivent se battre pour que la TNT soit effective en République démocratique du Congo. Parce que là et seulement là, les médias sera un secteur viable. C'est là que l'abonnement sera payé, comme tous les autres télédistributeurs, et la répartition sera faite de telle sorte que chaque média qui arrive à avoir une bonne audience sur la TNT sera rémunéré en fonction des abonnements. Et ça va diminuer le niveau de précarité, parce que la précarité, c'est ça qui tue aussi ce métier. Les journalistes n'ont pas les moyens de survie, et là, ils s'agglutinent derrière parfois des sommes modiques des politiques. Et des miettes, complètement. Et demain, après-demain, ils en ont encore besoin. Et donc, on va rester permanemment sur cette influence politique parce que, ayant le monopole du financement. Mais à part ça, je vais finir par là. Oui. Le journaliste doit respecter sa déontologie et son éthique. Absolument.
On peut avoir des informations exactes, on peut avoir des informations précises, on peut être impartial, on peut être responsable, mais il faut aussi de l'élégance dans la manière de faire. Parce qu'aujourd'hui, on voit, on s'attaque n'importe comment, n'importe qui, envers n'importe qui, sans élégance. Donc il faudrait qu'il y ait le minimum d'élégance et que les faits, de la manière dont elles sont alléguées, que le journaliste se dise responsable aujourd'hui s'il est traduit en justice par une personne qui trouve que les faits ont porté atteinte aux bonnes mœurs, à l'ordre public. Ça encore, c'est des choses dont il faut parler. Moi, je ne vais pas me refuser de diffuser une information qui concerne un certain intérêt commun, mais qui peut avoir été mal comprise ou perturber l'ordre public d'une manière ou d'une autre, et puis que je m'inquiète, que je me censure automatiquement. Non, le journaliste doit, et son seul guide, c'est la vérité des faits. Merci Emmanuel Boisbois. Éric Tshibamba, qu'est-ce qu'il faut en RDC pour que la liberté de la presse soit respectée? Feu Kassongo Mouima Yamba Yamba nous disait ceci, il nous a dit: quand vous vous plaignez de la liberté d'expression ou d'information en République démocratique du Congo, je m'étonne, parce que moi, qui ai vécu en France, je vous dis que je n'ai pas vu meilleure loi en ce qui concerne la liberté de presse comme celle de notre pays. Je termine par là. Gédéon Elonga, la liberté de la presse, la journée se célèbre ce 3 mai, comme chaque année. Qu'est-ce que vous en pensez en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, Francine Misenga. Je pense que nous ne devons toujours pas nous attarder sur les réflexions. On en a déjà fait autant. La meilleure des choses maintenant, c'est de pouvoir dire aux journalistes eux-mêmes d'abord travailler leur propre aspect extérieur, de construire une personnalité qui inspire confiance, parce que là où on peut fermer la porte à X, on peut te l'ouvrir et te confier toute l'information, et même encore ne pas t'inquiéter après l'avoir divulgué ou alors après l'avoir diffusé. Je pense que chaque 3 mai, on célèbre, on commémore, on organise des ateliers de réflexion pour parler des questions autour de la liberté de presse. Et cette fois-ci, les journalistes, peut-être qui entendent, qui vont suivre à cette émission, doivent se poser cette question: est-ce que je suis journaliste? Si je suis journaliste, est-ce que je respecte l'éthique et la déontologie de ma profession? Si je le respecte, est-ce que je suis capable de promouvoir la paix, de renforcer la tolérance et la compréhension entre le peuple? Est-ce que je joue réellement, je fais réellement la mission que ce peuple m'a donnée parce que nous travaillons pour le peuple? C'est en ce sens ici que les choses peuvent s'améliorer quand la personne elle-même reste d'abord introspecte en lui et se décide de pouvoir changer la donne et de changer même sa manière de faire. Je crois que c'est important que le journaliste travaille son aspect extérieur, qu'il construise une personnalité qui inspire confiance et qu'il soit vraiment un journaliste professionnel, qu'il dise la vérité, qu'il ne soit ni de gauche ni de droite, moins encore du centre, mais qu'il soit du côté de la vérité. Je crois que ça pourra faire de lui un journaliste professionnel, et le 3 mai, on comprendra qu'en RDC, il y a eu quand même évolution. Merci. Sur ces plateaux, je recevais Chris Lumbu Banamuyinga, Emmanuel Boisbois, Éric Tshibamba et Gédéon Elonga. Merci à tous d'avoir répondu à l'invitation des Info Plus. Merci Francine. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, les programmes continuent sur Malaika Télévision.